Un chien reste assis devant une maison vide quand les voisins réalisent pourquoi. C'est déchirant. Le soleil se couchait lentement, enveloppant le quartier d'une lumière dorée qui rendait les ombres plus longues et les cœurs plus lourds. Devant une maison abandonnée, aux fenêtres brisées et au jardin envahi par les mauvaises herbes, un chien était assis, immobile. La pluie tombait doucement, créant de petites flaques sur le sol poussiéreux, mais le chien ne bougeait pas. Il semblait figé dans le temps, ses yeux fixant obstinément la porte de la maison. « Ce chien est là depuis des semaines », murmura une femme en passant, tenant un sac de courses. Elle regarda le chien avec une certaine tristesse, mais continua son chemin. « Je ne comprends pas pourquoi il reste là. Cette maison est vide depuis longtemps. » Les voisins chuchotaient, intrigués par ce chien mystérieux. Certains le regardaient avec curiosité, d'autres avec pitié. Un vieux monsieur, Monsieur Bernard, s'approcha timidement avec une assiette de restes. « Viens, mon grand, mange un peu. » Sa voix était douce, mais le chien ne semblait même pas l'entendre. Il renifla vaguement la nourriture, puis détourna le regard, fixant de nouveau la porte. Bernard soupira, haussant les épaules, et s'éloigna lentement. Les jours passèrent, et la scène restait la même. Le chien ne bougeait presque jamais, sauf pour se lever et s'étirer avant de se rasseoir. Même les enfants du quartier, fascinés par son comportement, avaient tenté de jouer avec lui, mais leurs ballons et leurs appels joyeux restèrent ignorés. Une petite fille, Clara, avait essayé de s'approcher de lui un jour, tendant la main pour le caresser. Mais à peine sa main avait-elle effleuré son pelage que le chien avait poussé un long hurlement, triste et déchirant, qui fit reculer Clara en tremblant. Ce hurlement résonnait encore dans l'esprit des voisins. « Ce chien pleure quelqu'un » murmura une vieille femme à son mari. « Je parie que c'était le chien de l'homme qui vivait ici. Tu te souviens, Roland ?» Son mari hocha la tête lentement, un air pensif sur le visage. « Oui, ce vieux monsieur avec sa canne. Il avait toujours ce chien avec lui. Il semblait inséparable. » Roland, c'était son nom. Les souvenirs du vieil homme revinrent à la surface du quartier. On se souvenait de lui comme d'un homme discret, toujours avec son chien. Les deux formaient un duo inséparable, marchant souvent ensemble dans le parc ou s'asseyant sur le banc devant la maison. Mais il y avait quelques mois, Roland avait disparu. Certains disaient qu'il avait été emmené à l'hôpital, d'autres qu'il était mort. Mais personne n'avait vraiment cherché à savoir, et la maison était restée vide depuis. Le chien, lui, semblait refuser d'accepter cette disparition. Il continuait d'attendre, fidèle, devant la porte fermée. Sa détermination touchait les cœurs, mais elle éveillait aussi une certaine culpabilité chez les voisins. « Nous aurions dû faire plus pour Roland, » dit M. Bernard un jour en nourrissant les oiseaux. « Nous aurions dû vérifier comment il allait. » La pluie continua de tomber, et avec elle, le mystère du chien s'approfondit. Une nuit, alors que tout le quartier dormait, un voisin, Guillaume, fut réveillé par un bruit étrange. C'était un aboiement, suivi par des grattements insistants. Intrigué, Guillaume se leva et regarda par la fenêtre. Le chien était debout, grattant frénétiquement le sol près du jardin. La lune éclairait faiblement la scène, et pendant un instant, Guillaume eut l'impression que le chien cherchait quelque chose. Le lendemain matin, Guillaume raconta ce qu'il avait vu à Bernard. « Ce chien sait quelque chose que nous ignorons » murmura-t-il. Bernard hocha la tête, réfléchissant profondément. Peut-être que Roland a laissé quelque chose, quelque part. Peut-être que ce chien essaie de nous le montrer. Cependant, la plupart des voisins restaient sceptiques. « Ce n'est qu'un chien » disait une femme en haussant les épaules. « Il ne pense pas comme nous. » Mais Bernard et Guillaume n'étaient pas convaincus. Le comportement du chien semblait trop intentionnel pour être ignoré. Ils décidèrent de le surveiller de plus près. Pendant les jours qui suivirent, ils remarquèrent que le chien semblait passer beaucoup de temps près de la porte, parfois grattant doucement le sol ou reniflant les marches. Ils observèrent également qu'il aboyait à des heures spécifiques, comme s'il attendait une réponse. Puis, un matin, une découverte inattendue se produisit. Le chien, qui avait été silencieux depuis l'aube, commença à creuser furieusement dans le jardin. La terre volait sous ses pattes, et les voisins curieux se rassemblèrent lentement autour de lui. « Qu'est-ce qu'il fait » murmura quelqu'un. Finalement, le chien s'arrêta, haletant, et commença à tirer sur quelque chose enfoui dans le sol. Bernard s'approcha prudemment, son cœur battant. Il se pencha pour examiner ce que le chien avait trouvé. C'était une boîte, vieille et rouillée, mais encore intacte. Bernard l'ouvrit doucement, ses mains tremblant légèrement. À l'intérieur, il trouva des lettres soigneusement pliées, écrites à la main. Les voisins retinrent leur souffle. Bernard lut à voix haute le début de la première lettre. « Si vous lisez ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Mais je voulais que mon histoire soit connue. » Sa voix trembla,
et il releva les yeux pour voir les expressions choquées et émues des voisins. Le chien regardait Bernard fixement, comme s'il attendait qu'il continue. Les voisins s'étaient rassemblés autour de Bernard, le silence pesant sur le petit groupe. La boîte rouillée reposait dans ses mains, les lettres à l'intérieur semblant vibrer sous le poids des émotions. Le chien, assis à côté de lui, fixait les lettres comme s'il comprenait leur importance. Bernard, la gorge nouée, reprit la lecture. « À celui qui trouve cette boîte, poursuivit-il, je veux que vous sachiez que tout ce que j'ai possédé dans la vie se résume à ce qui est ici. J'ai vécu dans cette maison pendant plus de 40 ans, et j'y ai connu l'amour, la perte, et tout ce qui se trouve entre les deux. Mais la seule chose qui m'a donné de la force dans mes dernières années, c'est Max, mon fidèle compagnon. » À ces mots, les voisins regardèrent le chien avec une nouvelle reconnaissance. Bernard essuya une larme discrète avant de continuer. « Max n'est pas qu'un chien pour moi. Il est la dernière lumière dans une vie qui s'éteignait. À celui qui lit ces mots, je demande une chose, prenez soin de lui comme il a pris soin de moi. » Un murmure parcourut le petit groupe. Les voisins se regardaient, se demandant comment ils avaient pu ignorer une telle histoire. Clara, la petite fille qui avait tenté de caresser Max plus tôt, demanda doucement « Pourquoi personne ne s'est occupé de Max quand M. Roland est parti ?» Personne n'eut de réponse. Le poids du silence était écrasant. Guillaume, les bras croisés, murmura finalement « On a tous supposé que quelqu'un d'autre s'en occuperait. » Il baissa la tête, honteux. Mais ce chien est resté ici tout ce temps, seul, à attendre un maître qui ne reviendra jamais. Bernard continua de lire les lettres, qui révélaient davantage sur la vie de Roland. Il y parlait de sa femme, décédée il y a des années, et de la solitude qui avait suivi. « Un Max est arrivé un jour par hasard, écrit-il. Il était maigre, affamé, et semblait tout aussi perdu que moi. Nous nous sommes trouvés dans notre douleur mutuelle, et il m'a redonné une raison de me lever chaque matin. » Les lettres racontaient également comment Roland avait commencé à s'isoler, incapable de trouver sa place dans un monde qui semblait aller trop vite pour lui. « Je n'ai jamais voulu déranger qui que ce soit, avait-il écrit. Alors je suis resté chez moi, avec Max, et c'était suffisant. » Guillaume prit une profonde inspiration et posa la main sur l'épaule de Bernard. « Nous devons faire quelque chose pour ce chien. Nous lui devons au moins ça. » Les voisins acquiescèrent, mais un problème restait en suspens. Max ne faisait confiance à personne. Malgré toutes les tentatives pour l'approcher, il restait distant, fixant toujours la maison avec une loyauté inébranlable. « Il pense que Roland va revenir ?» murmura Clara. « Il ne veut pas partir parce qu'il croit qu'il doit attendre. » Bernard hocha la tête, une idée se formant dans son esprit. Peut-être que si nous montrons à Max qu'il n'a plus besoin d'attendre, il pourra avancer. Mais comment fait-on cela? Ils décidèrent de commencer par nettoyer la maison. Peut-être que l'intérieur révélerait des indices supplémentaires sur les derniers jours de Roland et leur donnerait une idée de la manière de gagner la confiance de Max. Après tout, le chien semblait attaché à cette maison autant qu'il l'était à son ancien maître. Le lendemain matin, un groupe de voisins armés de gants, de sacs poubelles et de balais se rassembla devant la maison. Max les regarda d'un air méfiant, aboyant doucement lorsqu'ils s'approchèrent. Mais il ne tenta pas de les arrêter, comme s'il comprenait que leurs intentions n'étaient pas mauvaises. À l'intérieur, la maison était un mélange de souvenirs et de désordre. Les meubles étaient poussiéreux, les rideaux déchirés, mais chaque coin semblait raconter une histoire. Sur la table du salon, ils trouvèrent une photo encadrée de Roland et Max, prise il y a des années. Roland souriait, une rare expression de bonheur capturée dans le temps. « Regardez ça !» murmura Bernard en tenant la photo pour que tout le monde puisse la voir. Ils étaient vraiment inséparables. Dans un coin de la pièce, Clara trouva un carnet usé, dont les pages étaient remplies de l'écriture tremblante de Roland. Les entrées retraçaient les derniers mois de sa vie, révélant une lutte silencieuse contre la maladie. « Je sais que mon temps est compté », avait-il écrit. « Mais je ne peux pas laisser Max seul. Il mérite mieux. » Les voisins se regardèrent, le poids de ces mots pesant sur eux. « Il savait qu'il allait partir », murmura Guillaume. « Et il a fait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que Max ne serait pas abandonné. Mais nous l'avons laissé tomber. » Dans une autre pièce, ils trouvèrent un petit coffre sous un lit. À l'intérieur, il y avait des jouets pour chiens, une couverture usée que Max semblait reconnaître, et une lettre scellée avec l'instruction. « Pour celui qui prendra soin de Max. » Bernard ouvrit doucement la lettre et lut à voix haute. « À vous qui avez choisi de prendre soin de Max, merci. Il est tout ce qu'il me reste, et je sais qu'il vous apportera autant de bonheur qu'il m'en a apporté. S'il vous plaît, aimez-le comme il m'a aimé. » Dehors, Max était couché près de la porte, observant le groupe à travers une fenêtre brisée. Bernard sortit avec la couverture et la plaça doucement devant lui. « Tiens, mon grand, c'est de Roland,
dit-il, sa voix tremblante. Max renifla la couverture, puis la poussa contre lui avec son museau. Pour la première fois, ses yeux semblaient montrer autre chose qu'une tristesse profonde. Pendant plusieurs jours, les voisins continuèrent à nettoyer la maison de Roland, chacun contribuant à restaurer ce qui semblait être un sanctuaire pour Max et son défunt maître. Bien que le chien restât souvent à distance, il observait avec une attention particulière tout ce que les humains faisaient, ses yeux scrutant chaque mouvement, chaque objet manipulé. Il semblait presque juger si leurs intentions étaient sincères. Un jour, alors que Bernard balayait la poussière accumulée près de la cheminée, il trouva une boîte métallique cachée derrière une pile de vieux journaux. Il l'ouvrit avec précaution et découvrit des souvenirs précieux, un collier de chien gravé avec le nom Max, une montre brisée, et une photo jaunie de Roland avec une femme souriante, probablement sa défunte épouse. Derrière la photo, quelques mots étaient écrits. La lumière dans mes jours sombres. Les voisins, rassemblés autour de Bernard, contemplèrent ces objets avec une révérence silencieuse. Clara, toujours curieuse et pleine d'enthousiasme, demanda doucement. On devrait montrer ça à Max. Peut-être qu'il comprendra qu'on essaie de l'aider. Bernard acquiesça et s'approcha lentement de Max, le collier dans une main et la photo dans l'autre. Le chien, fidèle à son habitude, resta assis immobile, fixant Bernard avec une méfiance calme. Mais lorsque Bernard tendit le collier et la photo, quelque chose changea dans l'attitude de Max. Son regard sembla s'adoucir, et il avança timidement pour renifler les objets. Lorsqu'il posa sa patte sur le collier, un murmure parcourut les spectateurs. C'était comme si le chien reconnaissait l'objet, et avec lui, une partie de son passé. Peut-être qu'il commence à comprendre, murmura Guillaume, les bras croisés, son visage grave. Mais je pense qu'il attend encore quelque chose de plus. Le soir même, alors que le quartier s'endormait, Max commença à aboyer de façon persistante, fixant la porte principale de la maison. Les voisins, intrigués, sortirent de chez eux pour voir ce qui se passait. Le chien creusait furieusement près du porche, ses griffes raclant la terre avec une détermination qui semblait presque humaine. Clara, tirée de son sommeil, accourut avec une lampe de poche. « Qu'est-ce qu'il fait cette fois » demanda-t-elle à Bernard, qui était déjà en train d'approcher Max avec prudence. Lorsque le chien s'arrêta enfin, haletant, un objet métallique brillant sous la lumière de la lampe de Clara. Bernard se pencha pour le ramasser. C'était une clé, vieille et rouillée, mais toujours intacte. Il la montra à tout le monde en silence, son esprit travaillant pour comprendre ce que cela pouvait signifier. Clara brisa le silence, ça doit être pour quelque chose dans la maison. Peut-être une pièce qu'on n'a pas encore ouverte. Le lendemain matin, armés de la clé mystérieuse, Bernard, Guillaume et quelques autres voisins explorèrent la maison à la recherche d'une porte ou d'un coffre qu'elle pourrait ouvrir. Finalement, dans une petite chambre à l'étage, ils trouvèrent une armoire verrouillée. Bernard inséra la clé avec soin et tourna. Un clic résonna dans le silence, et l'armoire s'ouvrit lentement. À l'intérieur, il y avait une boîte en bois ornée de gravures délicates. En l'ouvrant, ils découvrirent une pile de papiers soigneusement rangés. Il y avait un testament, des lettres adressées à des personnes dont les noms ne leur disaient rien, et une enveloppe portant l'inscription « À celui qui trouvera Max ». Bernard ouvrit l'enveloppe, sa voix tremblante alors qu'il lisait. « Si vous lisez ceci, je vous demande de ne pas juger mes choix. Max est tout ce que j'ai dans ce monde. J'ai essayé de préparer son avenir, mais je savais qu'il finirait par dépendre de la bonté des autres. Prenez soin de lui, et il prendra soin de vous. » Les voisins, émus, réalisèrent à quel point Roland avait compté sur Max pour survivre à ses jours les plus sombres. Mais ils comprirent aussi qu'il portait désormais la responsabilité de donner au chien l'amour et la sécurité qu'il méritait. Clara, les larmes aux yeux, déclara « Je veux qu'on garde Max dans le quartier. Il fait partie de notre famille maintenant. » Cependant, convaincre Max de quitter la maison ne fut pas une tâche facile. Bien qu'il ait montré des signes de reconnaissance envers les voisins, il continuait de retourner à son poste devant la porte, comme s'il attendait toujours que Roland franchisse le seuil. Bernard décida de tenter une dernière approche. Un après-midi, il apporta un objet spécial qu'il avait trouvé dans la maison, une vieille écharpe qui semblait appartenir à Roland. L'écharpe portait encore son odeur, et Bernard la tendit à Max. Le chien renifla l'écharpe avec intensité, puis la porta délicatement dans sa gueule avant de s'asseoir à côté de Bernard. C'était un moment de connexion, comme si Max acceptait enfin la présence de quelqu'un d'autre à ses côtés. À mesure que les jours passèrent, Max commença à s'ouvrir davantage aux voisins. Bernard lui apportait de la nourriture tous les matins, tandis que Clara passait des heures à lui parler doucement. Le chien semblait moins tendu, ses aboiements nocturnes devenant moins fréquents. Peu à peu, il se mit à suivre les voisins lorsqu'ils quittaient la maison, s'aventurant plus loin dans le quartier.
Mais le moment décisif arriva un soir où Max, pour la première fois, quitta la maison pour suivre Clara chez elle. La petite fille, ravie, invita Bernard et Guillaume à observer. « Je pense qu'il commence à comprendre qu'il n'a plus besoin d'attendre », dit-elle avec un sourire éclatant. Max passa cette nuit-là dans le jardin de Clara, dormant paisiblement sous les étoiles. Le lendemain, il retourna brièvement à la maison de Roland, mais cette fois, il semblait plus curieux que désespéré. Il explorait les alentours, reniflant chaque coin comme s'il redécouvrait le monde. Avec le temps, Max devint une figure centrale du quartier. Les voisins s'organisèrent pour prendre soin de lui offrant de la nourriture, des jouets et un abri dans différents jardins. Mais il revenait toujours de temps en temps à la maison de Roland, non plus pour attendre, mais pour se souvenir. Les voisins comprirent que cette maison resterait toujours un lieu spécial pour lui, tout comme elle l'était pour eux. Un an plus tard, le quartier décida d'organiser une petite cérémonie pour honorer la mémoire de Roland et célébrer la transformation de Max. Ils plantèrent un arbre dans le jardin de la maison, y accrochant une plaque en bronze. En mémoire de Roland et de son fidèle Max, symbole de loyauté et d'amour inconditionnel. Max, désormais plus âgé mais toujours plein de vie, s'assit sous l'arbre ce jour-là, entouré de tous ceux qui avaient appris à l'aimer. Pour la première fois depuis longtemps, il semblait totalement en paix. Les semaines qui suivirent la cérémonie furent marquées par un changement subtil mais profond dans le quartier. Max, autrefois symbole de tristesse et de loyauté, devint une source de joie et d'inspiration pour tous ceux qui croisaient son chemin. Il avait trouvé une routine. Chaque matin, il s'arrêtait chez Bernard pour recevoir son petit déjeuner, avant de se promener jusqu'à la maison de Clara, où la petite fille lui consacrait des heures d'attention et de jeu. Les enfants du quartier, qui auparavant regardaient Max avec une certaine appréhension, commencèrent à l'approcher avec curiosité. Clara les encouragea à jouer avec lui, expliquant patiemment l'histoire du chien et l'importance de respecter ses besoins. Max, qui semblait comprendre qu'il était entouré de bienveillance, répondait avec douceur à ses élans d'affection. Peu à peu, il devint une mascotte, un compagnon silencieux mais omniprésent dans la vie des habitants. Cependant, un jour, un nouvel événement vint perturber cette harmonie naissante. Une camionnette blanche s'arrêta devant la maison de Roland, attirant l'attention des voisins. Deux hommes en descendirent, vêtus de combinaisons de travail, et commencèrent à inspecter la maison. Bernard, qui observait la scène depuis sa fenêtre, fronça les sourcils et sortit les rejoindre. « Excusez-moi, puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'une voix polie mais méfiante. L'un des hommes, un grand type à la barbe épaisse, répondit en consultant un carnet. « Nous avons reçu l'ordre de préparer cette maison pour une vente aux enchères. Elle est abandonnée depuis trop longtemps et la municipalité a décidé de la récupérer. » Le cœur de Bernard se serra. L'idée que cette maison, si pleine de souvenirs et d'histoires, puisse être vendue à un inconnu lui semblait insupportable. « Cette maison appartenait à un homme du quartier, » expliqua-t-il. « Elle a une grande signification pour nous tous, et surtout pour Max, le chien qui appartenait à son propriétaire. » L'homme haussa les épaules. « Désolé, monsieur. Ce ne sont pas mes affaires. Je fais juste mon travail. » Bernard retourna chez lui, visiblement bouleversé. Il convoqua une réunion d'urgence avec les voisins ce soir-là. Dans le salon de Guillaume, les habitants du quartier se rassemblèrent, leurs visages marqués par l'inquiétude. « Nous ne pouvons pas laisser cette maison être vendue, » déclara Bernard, tapant légèrement sur la table pour souligner ces mots. « Elle représente bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un symbole de la vie de Roland et de la fidélité de Max. Si nous la perdons, c'est comme si nous trahissions tout ce que ce chien a fait pour nous rappeler ce qui est important. » Les murmures emplirent la pièce. Certains voisins proposèrent de racheter la maison ensemble, mais d'autres exprimèrent leurs doutes. « Nous ne savons même pas combien elle coûtera », fit remarquer une femme âgée. « Et même si nous réunissons l'argent, qu'en ferons-nous ensuite ?» Clara, assise à côté de son père, leva timidement la main. « Et si on en faisait un endroit spécial? Un endroit où les gens pourraient venir apprendre à s'occuper des chiens, ou peut-être un refuge pour animaux. » Cette idée fit naître un débat passionné. Les adultes réfléchissaient aux coûts et aux implications, tandis que Clara continuait à défendre son idée avec une conviction touchante. Roland aurait voulu que cette maison soit un lieu de bonheur, insista-t-elle. Et Max pourrait montrer aux autres chiens comment être courageux et fidèle. Finalement, une décision fut prise. Les voisins s'engagèrent à participer à l'enchère ensemble, espérant réunir assez de fonds pour garder la maison dans la communauté. Pendant les jours qui suivirent, ils organisèrent des ventes de pâtisseries, des collectes de fonds, et même un petit marché où Max, vêtu d'un bandana coloré, attira l'attention des visiteurs et des donateurs. Le jour de l'enchère arriva, et l'atmosphère était électrique. Les voisins se tenaient côte à côte,
leur détermination visible dans leur regard. Bernard, en tant que représentant du groupe, leva la main à plusieurs reprises pour surenchérir. Les montants grimpaient rapidement, et l'inquiétude montait avec eux. Mais à la surprise générale, les autres enchérisseurs semblaient hésiter, comme s'ils comprenaient l'importance de la cause. Finalement, le marteau du commissaire-priseur s'abattit, et la maison fut adjugée au groupe de voisins. Des acclamations éclatèrent, et Bernard sentit les larmes lui monter aux yeux. Max, qui avait été autorisé à assister à l'événement, aboya joyeusement, semblant comprendre que quelque chose de bien venait de se produire. Avec la maison désormais entre leurs mains, les voisins commencèrent à transformer l'idée de Clara en réalité. La maison fut rénovée avec soin, chaque pièce étant aménagée pour accueillir des animaux ou des visiteurs. Le salon devint une petite bibliothèque sur les soins aux animaux, tandis que le jardin fut transformé en espace de jeu pour les chiens. Un coin spécial fut réservé à Max, avec sa couverture préférée et une plaque en son honneur. Le jour de l'inauguration, des habitants de toute la ville vinrent visiter le refuge. Les enfants jouaient avec Max et d'autres chiens, tandis que les adultes apprenaient des bénévoles comment adopter et prendre soin d'animaux abandonnés. Clara, rayonnante, guida les visiteurs à travers les pièces, racontant l'histoire de Roland et de Max à ceux qui voulaient l'entendre. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait, Bernard et Guillaume s'assirent sur le porche avec Max, regardant les derniers visiteurs partir. « Je pense que Roland serait fier de nous » murmura Bernard. Max, comme pour approuver, posa sa tête sur les genoux de Bernard, son regard paisible tourné vers l'horizon. Au fil des années, la maison devint bien plus qu'un refuge. Elle devint un symbole d'espoir, un lieu où des vies brisées étaient réparées, où des liens étaient créés, et où des histoires comme celle de Max et Roland continuaient d'inspirer des générations. Max, bien que vieillissant, continua de veiller sur la maison avec une loyauté inébranlable, accueillant chaque visiteur avec la même douceur qui avait conquis le cœur de ses voisins. Lorsque Max rendit son dernier souffle, entouré d'amour et de gratitude, le quartier lui rendit un hommage émouvant. Une statue fut érigée dans le jardin, représentant Max assis devant la maison, fidèle jusqu'au bout. La plaque en dessous portait une inscription simple mais poignante. À Max, pour nous avoir appris la véritable signification de la loyauté et de l'amour. Et ainsi, l'histoire de Max et Roland continua de vivre, non seulement dans les mémoires de ceux qui les avaient connus, mais aussi dans les cœurs de tous ceux qui visitèrent cette maison transformée par leur héritage. Les années passèrent, et la maison devenue refuge prospéra. Elle attira des bénévoles de tout le département, des familles venues adopter des animaux, et même des associations qui y trouvaient un lieu pour sensibiliser le public à la cause animale. La mémoire de Roland et de Max était désormais solidement ancrée dans les murs de cette maison. Leur histoire était racontée à chaque nouvel arrivant, devenant une légende locale, un rappel que la loyauté et l'amour transcendent toutes les épreuves. Clara, qui avait grandi depuis cette époque, était devenue l'une des principales coordinatrices du refuge. Désormais adulte, elle s'occupait des chiens avec la même dévotion qu'elle avait autrefois montrée à Max. Chaque matin, elle passait du temps devant la statue de Max, murmurant quelques mots comme si elle lui racontait les progrès du refuge. « Nous avons recueilli 2 nouveaux chiens aujourd'hui, Max, disait-elle avec un sourire. Tu aurais aimé les rencontrer ?» La statue de Max, trônant fièrement dans le jardin, attirait toujours des visiteurs. Les enfants qui jouaient autour posaient souvent des questions sur lui, et Clara ou d'autres bénévoles prenaient plaisir à raconter son histoire. Max n'était plus qu'un chien, expliquait Clara à un groupe de visiteurs un après-midi. Il nous a montré ce que signifie vraiment être fidèle. Il a attendu Roland, même quand il n'y avait plus d'espoir. Et grâce à lui, cette maison est devenue un endroit où personne n'a plus besoin d'attendre seul. Mais malgré le succès du refuge, la mémoire de Max restait vivante d'une manière bien plus intime pour ceux qui l'avaient connu. Bernard, désormais âgé, venait régulièrement s'asseoir sur le porche, exactement là où Roland et Max passaient leurs après-midi. Il tenait souvent un carnet, écrivant ses pensées et ses souvenirs. « Chaque fois que je suis ici, disait-il à Guillaume lors d'une de leurs conversations, je ressens la présence de Roland et de Max. C'est comme s'ils n'étaient jamais vraiment partis. » Une nuit, alors que Bernard était resté un peu plus tard que d'habitude au refuge, il leva les yeux vers le ciel étoilé. Le silence de la nuit était interrompu uniquement par le bruissement des arbres et le souffle doux des chiens endormis dans leurs abris. Bernard ferma les yeux et murmura doucement. « Roland, je crois que nous avons fait ce que tu aurais voulu. Max a trouvé une famille, et grâce à lui, tellement d'autres chiens ont trouvé un foyer. » Ce soir-là, alors qu'il quittait le refuge, il jeta un dernier coup d'œil à la statue de Max. Dans l'obscurité, éclairée seulement par une lumière tamisée, la statue semblait presque vivante, comme si Max veillait encore sur la maison. Bernard sourit, le cœur apaisé. Un jour,
Une visite inattendue bouleversa la routine du refuge. Une femme d'un certain âge, vêtue de manière simple mais élégante, se présenta à la porte. Elle tenait une boîte en bois, et son regard exprimait à la fois de la tristesse et une certaine résolution. Clara, intriguée, l'accueillit et l'invita à entrer. « Puis-je vous aider ?» demanda Clara avec douceur. La femme hocha la tête. « Mon nom est Elisabeth », dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai appris par des amis que cette maison était devenue un refuge. Ce n'est que récemment que j'ai découvert l'histoire de Roland et de son chien Max. Je suis la nièce de Roland. » Le silence tomba sur la pièce. Clara, abasourdie, fixa Elisabeth avec étonnement. « Vous êtes de sa famille ?» murmura-t-elle. « Mais pourquoi ne savions-nous rien de vous ?» Elisabeth expliqua qu'elle vivait dans une autre région et qu'elle avait perdu contact avec Roland depuis des années en raison d'un différend familial. « Je n'ai jamais eu la chance de réparer les choses, avoua-t-elle, les larmes aux yeux. Mais quand j'ai appris ce que vous avez fait pour lui et pour Max, j'ai senti que je devais venir. » Elle ouvrit la boîte qu'elle tenait et en sortit plusieurs objets. Des lettres, des photos et une petite médaille en or gravée avec les initiales de Roland. « Ces objets étaient à lui, dit-elle. Je pense qu'ils devraient être ici, là où ils pourront honorer sa mémoire. » Clara accepta les objets avec gratitude, promettant de les intégrer dans une exposition dédiée à l'histoire de Roland et Max. Elisabeth passa la journée au refuge, visitant chaque pièce et écoutant les récits des bénévoles sur tout ce qui avait été accompli depuis la transformation de la maison. Avant de partir, elle s'arrêta devant la statue de Max, posant une main sur le socle. « Merci, Max, murmura-t-elle. Merci d'avoir pris soin de Roland quand je ne l'ai pas pu. » Au fil des années, le refuge continua d'évoluer. De nouveaux chiens arrivèrent, de nouvelles familles vinrent adopter, et l'histoire de Roland et Max devint une source d'inspiration pour des projets similaires dans toute la région. La maison, autrefois un simple lieu de tristesse et de perte, devint un centre de vie, de partage et de renouveau. Mais pour ceux qui connaissaient l'histoire depuis le début, le refuge représentait bien plus qu'un simple lieu. C'était un rappel de ce que la communauté pouvait accomplir lorsqu'elle se rassemblait pour une cause commune. C'était une preuve que, même dans les moments les plus sombres, l'amour et la fidélité pouvaient éclairer le chemin. Dans ces dernières années, Bernard écrivit un livre sur l'histoire de Roland et Max, intitulé Loyal jusqu'à la fin. Le livre devint un succès local, et une partie des bénéfices fut reversée au refuge. Ce n'est pas seulement une histoire sur un chien, écrivit Bernard dans l'introduction. C'est une histoire sur nous tous, sur ce que nous pouvons apprendre des animaux, et sur la manière dont leur loyauté peut nous inspirer à être meilleurs. Le jour où Clara, devenue directrice du refuge, inaugura une nouvelle aile dédiée aux soins vétérinaires gratuits pour les animaux abandonnés, elle posa un instant les yeux sur la statue de Max dans le jardin. Une brise légère souffla, faisant bruisser les feuilles de l'arbre planté en mémoire de Roland. Clara sourit. « Merci, Max, murmura-t-elle. Tout cela, c'est grâce à toi. » Et ainsi, l'histoire de Max, Roland et la maison vide continua de vivre, non seulement à travers le refuge, mais dans les cœurs de tous ceux qui avaient été touchés par leur incroyable lien.